Bonjour à tous, hein. Merci beaucoup d'être présents pour ce nouveau webinaire que j'ai l'honneur de co-présenter avec Delphine Dubois. Donc moi, je suis directrice générale du groupe Multi-Health. Je suis accompagnée de Delphine. Bonjour. Donc tu es directrice des opérations cliniques chez Clinact. Effectivement, depuis 4 ans et 25 ans d'expérience dans la recherche clinique. Donc nous œuvrons au sein du groupe Multi-Health. Quelques mots sur ce groupe. Nous sommes prestataires de services. Donc, c'est un groupe français indépendant et nous réunissons plusieurs expertises au sein de ce groupe Multi-Health avec des sociétés qui ont plus de 30 ans d'existence. On intervient sur le développement clinique des produits de santé et aussi sur les suivis en vie réelle. Et donc aujourd'hui, nous avons proposé un webinaire sur les designs adaptatifs, mais on va d'abord revenir avec Delphine sur la notion de design. Alors, pour débuter, quelques mots sur ce qu'est un design d'étude. Ça fait référence à la manière dont une étude clinique est structurée et conduite pour répondre à une question de recherche spécifique, à un médicament, à un dispositif médical ou à une prise en charge médicale. Ce qu'on peut se poser comme question, c'est quels sont les éléments clés de ce design, quels sont les piliers qui définissent le schéma expérimental. Ce qui est important de définir pour avoir un design robuste, c'est les objectifs de l'étude, le type d'étude, la population étudiée et les mesures ou critères d'évaluation. En fait, si on revient dessus, les objectifs de l'étude, c'est évaluer l'efficacité d'une molécule, la performance d'un dispositif. Le type d'étude, on peut avoir plusieurs types, hein, les essais contrôlés randomisés, les études en double aveugle, les études observationnelles. Pour la population étudiée, bien sûr, c'est la définition des critères d'inclusion et d'exclusion des participants. Et enfin, les mesures et les critères d'évaluation, c'est identifier les critères d'évaluation primaires et secondaires, comme par exemple la survie, la réduction des symptômes ou l'amélioration de la qualité de vie. Alors, pour se souvenir en fait de ces 4 items, on utilise souvent l'acronyme PICO. PICO, c'est utilisé pour formuler une question de recherche claire et structurée. Le P, ça représente la population ou le patient. Quels sont les patients ou la population étudiée? Un exemple, par exemple, des adultes atteints de diabète de type 2. Le I, c'est l'intervention. Quelle est l'intervention testée? Alors, ça peut être une nouvelle molécule aux propriétés hypoglycémiantes. Le C, c'est le comparateur. Avec quoi l'intervention est-elle comparée par rapport à un placebo ou un traitement de référence? Et le O, c'est l'outcome, ce sont les résultats. Quels sont les critères de jugement étudiés? Là, on pourrait prendre, imaginer une glycémie à jeun. Et une petite option avec le T qui va être le temps. Sur quelle durée l'effet est-il évalué? Euh, les- voilà, le design d'un essai clinique, on a vu les 2 premiers points. Ce qui est vraiment important, c'est le troisième point, c'est vraiment le but, c'est assurer la validité scientifique, la reproductibilité et la fiabilité des résultats, tout en minimisant les biais et en garantissant, par exemple, la sécurité du patient. On ne va pas on peut avoir le plus beau design du monde, on ne va pas le tester, par exemple, avec des molécules toxiques pour les patients. Oui, la sécurité du patient est vraiment au cœur des activités de recherche clinique. Donc, c'était un point sur lequel tout le monde est très vigilant. Et comme disait Delphine, on peut faire le plus beau design du monde, mais en fait, c'est avant tout la sécurité des patients qui est au centre du système. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, en fait, c'est que euh, Oui, donc, ça, on laisse là-dessus. ouais, pardon, je vais trop vite, hein. Là, voilà, je suis revenue sur la bonne diapositive.
Merci. Alors, ce qui nous intéresse aujourd'hui vraiment, c'est qu'un design d'études, c'est pas obligatoirement figé. Ça peut être ajusté sous certaines conditions, notamment pour des raisons scientifiques, éthiques ou logistiques. Le premier, c'est celui qu'on connaît le plus, c'est-à-dire qu'on fait des modifications au protocole initial. Ça peut être sur les critères d'inclusion ou d'exclusion, ça peut être sur des ajustements de doses, des modifications dans les analyses statistiques. Ce qui est vraiment important, c'est que toutes ces modifications au protocole doivent être absolument validées par un comité d'éthique ou les autorités réglementaires. Le deuxième type de design non figé, je dirais, c'est quand on a un arrêt précoce de l'étude, un arrêt qui est avant la fin de l'étude. Alors, il y a plusieurs cas de figure. La première, c'est qu'une intervention montre une efficacité exceptionnelle et dans ce cas-là, il y a un arrêt pour bénéfice. Bon, moi, personnellement, je n'ai jamais vu, mais ça peut arriver. Deuxième cas, c'est quand l'étude présente des effets indésirables graves. Donc là, on a un arrêt précoce pour toxicité. Et le troisième, ce sont des résultats intermédiaires qui indiquent une absence totale d'effet. Et là, c'est avec les analyses de futilité. Mais attention, si on fait des analyses de futilité, il faut que ça soit prévu au protocole initialement, que ça ait passé le comité d'éthique. Et enfin, le troisième, c'est donc certains essais sont conçus dès le départ pour être flexibles, ce qui signifie que des ajustements sont possibles en fonction des données intermédiaires. Justement, Angèle, tu peux peut-être Ouais. nous en dire plus, un Donc, peu plus à ce sujet. donc le sujet du jour, le design adaptatif. Effectivement, ça consiste à anticiper des modifications qui pourraient être prévues dans l'essai clinique envisagé. Donc, en général, de résultats statistiques intermédiaires, mais ça peut aussi être fonction de taux de recrutement ou des choses comme ça. Et quand cette adaptation est prévue au démarrage, en fait, l'objectif, c'est de ne pas impacter la validité de l'étude en elle-même. Donc, on a des modifications qui peuvent être planifiées prospectivement et ça permet d'introduire des changements dans l'étude à une étape donnée qui est bien identifiée. Et tout ceci en contrôlant l'intégrité, pardon, de l'essai. Donc, comme les instances réglementaires vont avoir validé en amont ce design adaptatif et ces modifications potentielles au cours de la vie de l'essai, en fait, il n'est pas nécessaire de soumettre un amendement, par exemple, ce qu'on pourrait avoir dans le cadre d'un design classique. Alors, je vais montrer un exemple de design, par exemple le design Zelen. Donc, dans ce design, en fait, on a deux consentements. C'est une particularité. Donc, c'est un design qui date de 1979, mais qui est plutôt dans sa version numéro 2, là, qui a été adapté. Et en gros, les patients reçoivent une première information concernant les modalités de suivi de l'étude avec un premier consentement. Et ensuite, on a la randomisation et on a un deuxième consentement qui est à donner par le patient. Mais on va voir ça avec un exemple pratique. Delphine, je te laisse la main. Alors, en fait, le cas pratique, c'était avec un dispositif médical en pneumologie. On a évalué l'impact du dispositif médical d'aide au désencombrement bronchique sur la qualité de vie et les exacerbations pulmonaires chez les patients atteints de bronchiectasie et c'était en comparaison avec une prise en charge habituelle. L'objectif, c'était vraiment de comparer l'effet du dispositif médical à cette prise en charge sur la qualité de vie. L'appareil qui fait du désencombrement bronchique, en fait, c'est un appareil assez volumineux. Évidemment, on ne peut pas faire de double aveugle dans ce type d'étude. Donc, ce qu'on a mis en place, c'est le design Zelen, c'est-à-dire que le patient, on lui présente un premier consentement, on va lui présenter l'étude, on va récupérer, s'il accepte de participer, ces données pour faire une analyse pour la qualité de vie.
avec une prise en charge habituelle. Suite à ce consentement, si le patient l'accepte, il y a la randomisation où là, le patient va être soit dans le groupe contrôle, soit dans le groupe expérimental. S'il est dans le groupe contrôle, eh ben, en fait, ça va s'arrêter là et il va poursuivre l'étude sur la qualité de vie. S'il est dans le groupe expérimental, on lui présente un deuxième consentement où là, on va lui expliquer qu'on lui met à disposition ce fameux dispositif médical. Et s'il accepte, ben voilà, il poursuivra l'étude avec le dispositif. Et s'il refuse, en fait, dans l'analyse, il passera dans le bras contrôle. Ouais, le Sauf groupe contrôle. le groupe contrôle, pardon. Dans ce groupe, contre ces patients qui ont eu un deuxième consentement et qui sont passés dans le groupe contrôle, en fait, seront analysés un petit peu différemment. Ils seront analysés en ITT et pas en pair protocole. Donc Alors, ITT ITT en pour, natation. ouais, pardon, pour intention de traiter. Donc en fait, ça commence à illustrer le fait qu'il faut des ajustements statistiques ou en tout cas adapter ces méthodes statistiques dans le cadre des designs adaptatifs, hein. Voilà. Et donc, dans le design Zelen, il y a des avantages et des inconvénients. Les avantages, c'est qu'on a quand même moins de biais sur le consentement, puisque les patients ne choisissent pas de participer au projet, à l'étude en fonction du traitement proposé. Donc, ça limite en fait le risque de déception des patients. On a une meilleure acceptabilité clinique. C'est utile quand le traitement expérimental peut provoquer une forte réaction émotionnelle ou un refus s'il est connu d'avance. Et enfin, les patients du groupe contrôle ne modifient pas leur comportement puisqu'ils ne savent pas qu'ils sont dans une étude. Ça évite en fait un biais sur le critère de jugement principal, surtout quand c'est la qualité de vie. Alors peut-être une précision quand même, Delphine, parce que les patients du groupe contrôle, en fait, ne modifient, enfin, leur Ah, prise en rien, charge habituelle n'est pas modifiée, mais ils ont quand même signé un consentement. Donc, ils ont signé un consentement pour le recueil des données, hein. Mais ils ne savent pas qu'il y a un bras comparateur, hein. exactement. Bon, les inconvénients, c'est que c'est un petit peu moins transparent qu'un essai classique, hein, puisqu'une partie des patients ne sont pas au courant du dispositif testé. Des problèmes d'éthique, ça peut en avoir suivant avec certains médicaments ou dispositifs, hein, c'est de ne pas informer les patients du groupe contrôle. Voilà, ça peut poser des questions sur le respect de l'autonomie. On peut avoir aussi un risque de refus élevé dans le groupe expérimental, hein, ce qui compliquerait l'analyse. Et en fait, on aurait une dilution de l'effet du dispositif sur les patients refusant le dispositif dans le bras contrôle. Donc, c'est vrai que dans le calcul statistique, il faut l'anticiper. Et là, il faut des statisticiens bien confirmés justement pour ces calculs-là. Et le dernier, je dirais, inconvénient, c'est la nécessité de faire revenir le patient pour la signature du deuxième consentement. Nous, dans notre cas pratique, on a mis en place en fait un consentement électronique, ce qui est évité comme ça de faire revenir le patient. Ok, donc ça c'était un exemple avec un dispositif médical et récemment il y a une revue qui est parue dans la littérature et qui a fait un état des lieux sur l'utilisation de modèles adaptatifs, hein, dans les essais contrôlés et randomisés qui étaient réalisés dans le domaine du dispositif médical. Donc c'était sur une période de 24 ans, c'était de 2000 à 2024. Et au total, les auteurs, en interrogeant les différentes bases de données, ont recensé 105 essais cliniques randomisés. Et ce qui nous intéresse, c'est la figure qui est présentée, c'est quels étaient les dispositifs adaptatifs ou les designs adaptatifs qui étaient proposés dans le cadre de ces essais. Donc on voit GSD en tout premier lieu, c'est Group Sequential Design ou design séquentiel par groupe. Donc c'était majoritaire, hein, à plus de 50%. Et ensuite, on voit le SSR qui en fait correspond au Sample Size Reassessment. C'est le recalcul de la population à l'étude sur la base de résultats intermédiaires.
Dans cette même revue, en fait, donc sur ces 105 essais cliniques randomisés et adaptatifs, ils ont catégorisé ça en fonction de la phase. Est-ce que c'était du pré-market ou du post-market? En gros, du pré-marquage CE ou du post-marquage CE. Vous voyez par exemple que le groupe Sequential Design est plus souvent utilisé en post-market. Alors que sur les autres designs, par exemple SSR, GSD plus SSR, supériorité et non-infériorité, c'est plus souvent en pré-market. Je pense qu'il y a plus, là on ne voit pas forcément le nombre relatif, mais il y a plus de design adaptatif en pré-marquage CE qu'en post-marquage CE. Parce que ça répond aussi à une nécessité dans le cadre d'une optimisation pour démontrer la performance du dispositif en vue de son marquage. Donc, un exemple de groupe sequential design sur lequel nous avons été impliqués avec l'INAC. Donc là, ça concernait un médicament. C'était un essai randomisé de phase 3 avec une nouvelle immunothérapie dans le cancer du poumon. Donc, l'objectif principal, c'était d'améliorer la survie globale. L'étude nécessitait le recrutement de 800 patients qui ont été randomisés en 1 an. Donc, il y avait un placebo ou le traitement à l'étude. Et puis, en fait, ce groupe Sequential Design, il était articulé autour de 4 analyses. Donc, l'idée étant de programmer ces analyses intermédiaires pour faire des constats qui menaient à la poursuite de l'étude ou à la modification de certains critères. Et ce qu'il est intéressant de noter, c'est que on a parlé de statistiques là déjà tout à l'heure. Et dans le cadre de ce design adaptatif, en fait, le seuil statistique qu'on a l'habitude de voir, qui est normalement petit p inférieur à 0,05, en fait, ça n'est plus valide dans le cadre de ces designs adaptatifs. Alors, pour des notions de réutilisation de données ou de répétition de tests. Et dans le cadre de cette étude, vous voyez, à 25% de recrutement des patients, on a fait une analyse du critère principal. Et donc là, c'était de la survie, donc c'était plutôt sur le taux de décès. Et le seuil de significativité, c'était 0,001. C'est ce qu'on voit en bas à gauche. Et en fonction des différentes étapes, jalons de l'étude, ce seuil de significativité était modifié. Donc ça, il y a une vraie méthodologie statistique derrière. Il faut avoir un biostat qui sait se servir, en fait, enfin, qui sait adapter les méthodes au design adaptatif, hein, et ne pas rester sur le seuil habituel de 0,05 parce que ça ne fait pas sens. Je vous montre un autre exemple de design adaptatif qui s'appelle MAMS pour multi-arm, multi-stage, donc plusieurs bras, plusieurs étapes. Là, c'était un essai clinique qui avait été, donc c'est issu d'une publication, essai clinique qui a été mis en place dans le cadre de la maladie du motoneurone pour tester 2 molécules candidates, la mémantine et la trazodone. Donc, sur des bras parallèles versus placebo. Et ce que vous voyez sur le schéma, c'est qu'il y a 4 stages, donc 4 étapes, et avec des analyses à la fin de chaque étape. Et en fonction de ces analyses, il y a des décisions qui ont été prises. Donc, vous voyez par exemple, donc on a à la fois le design et les résultats sur cette figure. Donc, vous voyez il y a 50 patients par bras qui ont été recrutés à l'issue de ce stade 1. Donc, et donc, ça a permis d'évaluer la safety, la tolérance, oui, c'est ça. Et de voir si, en fait, il y avait des critères d'interruption prédéfinis qui étaient atteints ou pas. Donc, et à chaque étape, en fait, il y a une liste de points qui sont vérifiés et on sait déjà, en fonction des résultats que l'on peut observer, si on va continuer ou pas. Donc, les règles de décision sont statuées à l'avance et sont déjà présentes dans le protocole.
Et il existe comme ça des designs multi-armes, multi-stage, où certaines molécules sont arrêtées pour non-efficacité. Donc, on ne continue pas forcément avec le même nombre de bras jusqu'à la fin du recrutement. Alors, on va finir avec les recommandations. Delphine, je te laisse la main là-dessus, sur Oui, bah en celui-ci. fait, et ce qui est très bien, la FDA en fait a édité un guide sur les designs adaptatifs spécifiques aux études cliniques menées sur les médicaments et les biologiques. Alors les biologiques, hein, la biothérapie en français. Les biothérapies, en fait, ce sont des traitements qui sont dérivés des sources biologiques comme les cellules vivantes, les protéines, les anticorps monoclonaux ou les vaccins, par exemple. Et c'est contraire justement aux médicaments classiques qui, eux, sont issus de la chimie de synthèse. Donc ce guide, en fait, il fournit aux promoteurs d'études des indications sur la manière de planifier et de mettre en œuvre des plans adaptatifs pour les études cliniques lorsqu'elles sont utilisées dans le cadre de programmes de développement du médicament. Il y a notamment précisé qu'un modèle adaptatif est généralement réalisable si l'adaptation est destinée à porter sur un petit nombre de critères d'évaluation. On ne peut pas tout faire en même temps. Et ça n'aurait pas de sens que de vouloir tout changer. Voilà, Donc, c'est vraiment séquentiel et bien déterminé, hein. exactement. Et on a la même chose dans le dispositif médical, donc avec un guide qui est paru sur ces designs adaptatifs qui sont pratiqués et qui balaye aussi tout ce qu'il est possible en fait de faire dans le domaine du dispositif médical avec des schémas qui sont un peu différents de ceux qui sont rencontrés dans le médicament, mais qui nécessitent toujours une bonne méthodologie statistique. Donc, en conclusion, sur ce que nous vous avons présenté, donc quels sont les intérêts du design adaptatif? Eh bien, en fait, ça permet on va dire, d'optimiser les essais en raccourcissant la durée ou en limitant le nombre de patients recrutés, par exemple. Et en fait, il y a une flexibilité qui est extrêmement intéressante où on peut aussi adapter la taille de la pop ou modifier des critères d'inclusion, mais il faut avoir anticipé ça. C'est pas une fois qu'on est face aux résultats intermédiaires que l'on dit, ah bah oui, j'aimerais faire ça. Non, en fait, les scénarios de flexibilité ont été décrits dans le protocole. On a aussi un intérêt que j'appellerais d'ordre éthique, donc moins de patients exposés à des traitements qui pourraient s'avérer inefficaces ou d'efficacité inférieure. Et, euh, et puis la réduction du nombre de patients recevant un placebo si un effet est rapidement détecté. Donc ça, c'est des exemples, mais ça rentre vraiment dans le cadre de l'optimisation des essais. En termes de limites du design adaptatif, en fait, on a une vraie complexité méthodologique, on vous l'a rappelé, mais surtout statistique. Donc ça demande d'avoir quelqu'un qui est extrêmement compétent dans ce domaine et qui prend en compte notamment le risque d'augmentation du taux de faux positifs qu'on appelle l'erreur de type 1, parce qu'il y a une répétition enfin, une réutilisation de données de mêmes individus qui peut biaiser justement enfin, qui majore ce risque-là. Ensuite, on a des contraintes réglementaires. On n'improvise pas un design adaptatif. Donc, en général, ce que l'on conseille, c'est d'avoir des échanges précoces avec les autorités de santé pour leur soumettre comment on envisage de proposer ce design et pourquoi, en fait, sur quel rationnel est-ce que c'est basé ou sur quelles données antérieures. Et enfin, il y a besoin d'une logistique rigoureuse derrière la gestion de cet essai clinique, puisque vous voyez qu'il y a des étapes d'analyse intermédiaire ou simplement des jalons dans l'étude où on se doit d'être réactif, où on va modifier certains critères, par exemple. Donc, ça veut dire que tous les centres investigateurs en sont informés au même moment et appliquent les nouvelles règles, entre guillemets, de recrutement. Donc, extrêmement important d'avoir une communication immédiate, réactive et qui soit exhaustive aussi.
Eh bien, écoutez, merci à vous. Nous avons été ravis avec Delphine de vous présenter ce webinaire et puis vous pouvez nous contacter via LinkedIn ou via nos adresses mail Kinact si vous avez besoin d'avoir notre retour ou notre expertise sur ce type de design. Delphine, un petit mot de conclusion également. Bah, merci à tous. Voilà, bon, on vous souhaite une excellente journée et on vous dit à très bientôt pour un nouveau webinaire.